Bien, donc nous pouvons reprendre nos travaux pour cette deuxième journée. Je vais simplement vous indiquer, il y a un certain nombre d'absents. Donc Madame Dury-Nelly, comme je l'ai dit, Monsieur Riglet qui donne pouvoir à Hervé Gora, Madame Haribé qui donne pouvoir à Monsieur Chapuis, Madame Rabourdin, Nathalie est en face, je vais la présenter tout à l'heure, qui donne pouvoir à Madame Bellet, Madame Loiseau qui donne pouvoir à Madame Galzin, Monsieur Gabel qui donne pouvoir à Madame Labadie, Monsieur Lévy qui donne pouvoir à Madame Martin, Madame Tellier qui a des problèmes de santé, on l'a vu hier, donc il donne pouvoir à Monsieur Rimbourg. Monsieur Nero est absent et Madame Tripet. Ça fait beaucoup de monde absent, mais le quorum est atteint et donc nous pourrons valablement délibérer. Voilà. Alors pour commencer la reprise de cette séance, donc je vais reprendre le rapport numéro 1 que vous avez eu dans vos K-Box qui concerne la désignation de conseillers départementaux. Et donc nous accueillons Nathalie Rabourdin qui est en visio avec nous. Merci Nathalie. Et donc tu vas pouvoir te présenter lorsque j'aurai présenté ce rapport. Donc pour vous indiquer que donc Nathalie Rabourdin siège maintenant en lieu et place de notre regrettée Line Fleury. Et donc il faut l'installer, procéder à son installation. Et notamment, on parle de la composition de la commission permanente. Alors, il est proposé de prendre acte de la prise de fonction de Madame Nathalie Rabourdin dans ce rapport et prendre acte aussi de la vacance du siège correspondant au sein de la commission permanente. Je n'ai pas souhaité qu'on relance de nouveau. Vous savez comment ça se passe, hein, il faut recréer une liste et puis ensuite il faut procéder à une élection. Donc c'était un peu court pour le faire. Et puis je pense que nous pouvons avoir un poste vacant à la commission permanente. Nous verrons le moment venu si nous complétons ou pas. Ensuite, Nathalie Rabourdin, dans le rapport, page 2, elle intègre la commission culture, attractivité et démographie médicale. Et puis, elle remplacera aussi Line Fleury pour la commission consultative des services publics locaux en tant que suppléante de Christian Brault. Voilà. Et puis, elle sera aussi désignée au sein des organismes extérieurs. Donc là aussi, il y a une liste qui est mentionnée en annexe. Par contre, au niveau du service départemental d'incendie et secours, donc c'est la suppléante de Line qui siégera dorénavant. Donc c'est Marianne Dubois qui siégera en lieu et place de Line, puisque là c'est un règlement particulier. On ne remplacera pas Line dans cette instance. Voilà ce qui vous est proposé dans ce rapport numéro 1, pour lequel je vais vous poser la question, c'est est-ce qu'il y a des questions particulières, est-ce qu'il y a des commentaires? Et je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc il n'y en a pas. Donc rapport adopté à l'unanimité. Donc Nathalie, je vais te laisser peut-être la parole quelques minutes pour te présenter. Et puis ensuite, évidemment, dès que tu le pourras, tu seras amené à siéger. Mais donc tu es installé officiellement à compter d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à Christophe Bouquet avec le PowerPoint qui va défiler devant vos yeux. Et Christophe va nous présenter cette décision modificative. Merci Monsieur le Président. Et puis tout d'abord, bienvenue à notre collègue et qui va aussi intégrer notre commission. Alors, on est heureux de l'accueillir avec Laurence dans notre commission culture. Alors, avant de vous présenter cette décision modificative, quelques propos liminaires. Donc, cette décision qui vous est présentée, mes chers collègues, ne change pas véritablement les grands équilibres du budget, puisque nous avons à la fois des ajustements sur les dépenses, mais aussi sur les recettes. Et vous verrez que c'est un petit peu l'essentiel de cette décision modificative sur les droits de mutation qui nous permet de limiter, si je puis m'exprimer ainsi, la casse sur la fin de l'exercice 2025. Donc nous allons voir dans un instant ce droits de mutation qui ont joué ce rôle d'amortisseur avec une embellie que nous avons enregistrée au premier semestre, alors que nous observons, ceci dit, un nouveau repli depuis cet été sur les droits de mutation, en tout cas une certaine stagnation. Donc cela confirme à la fois la volatilité de cette ressource qui constitue les droits de mutation et de sa grande imprévisibilité. Et malgré cette embellie, nous restons dans des niveaux très préoccupants de nos ratios cibles qui restent figés dans des zones d'alerte. L'autre sujet de préoccupation demeure l'absence de prévisibilité pour la préparation du budget de l'année prochaine. Pour la deuxième année consécutive, le calendrier de l'examen du projet de loi de finances n'est pas respecté.
Le projet de loi de finances pour 2026, qui a été présenté ce 14 octobre en Conseil des ministres, reprend globalement l'ensemble des mesures d'économie qui avaient été annoncées en juillet par le gouvernement Bayrou et qui tablaient, rappelons-le, sur une contribution de l'ordre de 5,3 milliards d'euros sur les collectivités en 2026. Mais ces dispositions devraient faire l'objet de nombreuses évolutions au cours de l'examen parlementaire, comme l'a déjà annoncé le nouveau Premier ministre. Parmi les mesures visant à évoluer, celles qui concernent le fameux DILICO, dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales. Ce mécanisme de mise en réserve forcée créé par la loi de finances de 2025, dont certaines dispositions seraient à corriger. Ce DILICO ajusté serait reconduit pour l'année 2026 à hauteur de 2 milliards d'euros contre 1 milliard l'année dernière. Donc on double effectivement cette ponction. La ponction entre les différentes catégories de collectivités, donc c'est 720 millions pour les communes, 500 millions pour les intercommunalités, 500 millions pour les régions et 280 pour les départements. Il faut espérer que les départements puissent bénéficier non pas d'un régime de faveur, mais d'un répit avant d'être totalement paralysés quand ils ne sont pas contraints de plonger complètement dans l'abîme, comme ce fut le cas cette semaine pour le département de la Gironde, dont nous avons effectivement évoqué le sujet au début de la session. Donc je rappelle, cet effet sur la Gironde est quand même important, puisqu'il s'agit du 6e département le plus peuplé du pays, qui avait voté en mars un budget prévisionnel à l'équilibre de 1,8 milliard d'euros et qui a vu son solde négatif plonger à 97 millions d'euros. Aussi, le fonds de sauvegarde des départements serait abondé en 2026 par l'État à hauteur de 300 millions d'euros, soit un montant 3 fois supérieur à celui de l'année 2024, ce qui effectivement est un signe aussi sur la fragilité des départements. Le dispositif serait davantage ciblé sur les départements les plus fragiles. Selon la Cour des comptes, 12 départements français ont déjà une épargne nette négative. Parmi eux, le Pas-de-Calais, l'Aisne, le Nord, la Loire-Atlantique, l'Hérault, le Gard, l'Yonne, le Cher, l'Ille-et-Vilaine, la Dordogne et la Loire. Le taux d'épargne brute des départements est passé de 16,7% en 2022 à 6,9% en 2024. En 2 ans, presque 10 points de perdu. Une chute qui marque la fin d'une période de relative stabilité où les collectivités avaient réussi à trouver un peu d'air. L'origine du problème est limpide. Les recettes stagnent, plus 2,2% seulement en 2024, tandis que les charges financières explosent à l'échelle de tous les départements, plus 13,9%. Elles étaient de 30% en 2023. L'Assemblée des départements de France chiffre les dégâts au niveau national à 35 départements qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Il pourrait y en avoir 50 à la fin de l'année, c'est-à-dire la moitié. La moitié des budgets des départements qui seront dans le rouge. L'association d'élus réclame une réforme de fond du système de financement local, mais dans le contexte politique actuel marqué par une instabilité chronique, il est peu probable qu'une réforme de ce type puisse être engagée dans les mois qui viennent. Et en attendant, nous sommes contraints de poursuivre nos efforts par un nouveau train d'économie qui a été annoncé donc, par le Président en début de session hier, avec des objectifs de réduction qui sont tablés à 30 millions d'euros pour les investissements et 20 millions pour le fonctionnement. Nous reviendrons dans le détail sur ces points lors du débat d'orientation budgétaire en janvier prochain. Je vous propose donc maintenant d'examiner cette décision modificative du budget de l'année qui est en cours. Sur le premier slide, vous avez donc la synthèse des ajustements qui vous sont proposés. Tout d'abord, en section de fonctionnement, plus 12,7 millions en dépenses, contre 13,6 en recettes. En matière d'investissement, un correctif qui est léger de 1,7 million d'euros en diminution et moins 2,6 en diminution aussi en recettes d'investissement. Nos ratios cibles, comme vous voyez à l'écran, sont toujours dans les zones rouges que j'ai expliquées à l'instant. Un taux d'épargne brut après cette décision modificative qui est à 3,7%, un léger mieux par rapport à l'année dernière, à la même époque au niveau de l'ADM, puisque vous voyez on était à 2,5%,
et une capacité de désendettement, là aussi, qui sort complètement des lignes, avec 21,4 ans contre 29,2 à l'ADM de l'année dernière. Au global, ça nous fait un ajustement de l'emprunt d'équilibre qui vous sera proposé à moins 2,5 millions d'euros. Là aussi, c'est quand même très nettement, on va dire, inférieur à ce qu'on peut effectuer normalement à cette époque sur les DM des exercices précédents. On vous a fait un focus, puisque voilà, c'est, comme je vous le disais, un peu l'essentiel de cette DM, c'est l'évolution des droits de mutation. On a observé une certaine embellie sur ce premier semestre. Alors vous avez voilà, les chiffres qui apparaissent à l'écran. Vous voyez, avec sur l'année dernière, entre les colonnes 2024 et 2025, les écarts qui ont été cumulés, avec des mois qui sont quand même toujours assez fastes. C'est les mois de janvier et les mois de juillet pour les droits de mutation, qui sont des périodes de transactions immobilières aussi, notamment notariales pour des raisons fiscales pour le début de l'année. Et puis, je reviendrai pour juillet, sans doute dû aussi aux décisions qui étaient corrélées par rapport à l'augmentation du taux. Donc février jusqu'à juin, on voit cette évolution à peu près qui oscille entre 22 et 25% d'augmentation et d'écart sur les droits de mutation. Et puis, depuis le mois d'août, on observe là, pour le coup, un fléchissement. Donc, octobre devrait être à peu près similaire à l'année dernière, mais qui nous permet quand même de pouvoir engranger ces recettes supplémentaires sur les droits de mutation. On n'a pas beaucoup non plus de visibilité sur l'effet en matière de taux, puisque, comme je vous le rappelle, en avril, nous avions voté un relèvement du taux de 4,5 à 5%. Sans doute aussi pour cela qu'au mois de juillet, on a une augmentation assez importante sur les droits de mutation, puisque sans doute que les études notariales ont peut-être activé les transactions. Mais voilà, on vous fait preuve à la fois de transparence là, pour rendre un petit peu le détail sur les droits de mutation, mais on reste quand même au global sur une grande volatilité de cette ressource et puis aussi une grande disparité aussi sur les territoires en matière nationale, puisqu'on observe que le Loiret se porte plutôt bien sur cette période-là, on va dire, qui a été observée. Sur les droits de mutation, ce n'est pas forcément le cas, on va dire, sur l'ensemble des départements. Aussi, un focus sur nos ratios cibles entre 2025 et 2024. Alors, vous voyez, justement, tout démarre à partir des recettes de droits de mutation, puisque en 2025, ce qui vous est proposé avec ce réajustement, eh bien, c'est un réajustement à 95 millions d'euros pour nos recettes de droits de mutation contre 70 l'année dernière, ce qui fait une épargne brute qui est positive pour 25 millions d'euros. C'est exactement donc l'écart qu'on a sur les droits de mutation. Si on n'avait pas effectivement cette augmentation sur les droits de mutation, eh bien nous aurions une épargne brute qui serait aujourd'hui de zéro, et donc il y aurait forcément aussi des conséquences sur les ratios cibles qui sont le taux d'épargne brute, et puis notre capacité de désendettement, et ce qui nous permet, comme je l'indiquais, de pouvoir en tout cas bénéficier de cette petite remontée sur nos ratios cibles. À noter aussi quand même le stock de dette qui augmente, puisqu'on passe de 475 millions votés donc sur la DM d'octobre à 535 millions d'euros sur cette DM numéro 1. On va rentrer dans le détail des sections. Les dépenses de fonctionnement, une augmentation de 12,7 millions d'euros, donc un peu moins de 2% par rapport au BP 2025. Donc dans le détail et par ordre, on va dire,
décroissant 4,2 millions d'euros sur le RSA, donc c'est principalement sur l'allocation, donc 3,8 millions d'euros. Le reste, c'est quand même les créances admises en non-valeur. Sur l'équilibre aussi toujours de reversion au niveau de ce budget annexe de la maison de l'enfance, 2,8 millions d'euros. Donc là aussi principalement sur la masse salariale. Les frais financiers augmentent et là aussi c'est toujours en lien avec les nouveaux emprunts que nous avons conclus en début d'année. Donc 80 millions d'euros, je le rappelle, 100 millions l'année dernière. Les charges à caractère général, les achats, donc 1,8 million. Donc là, on a les interventions à domicile enfants, donc c'est l'AEMO, donc c'est l'action éducative en milieu ouvert. Donc ça touche le domaine de l'enfance. Du fait de l'arrêt du dispositif d'accompagnement en placement à domicile, le DAPAD, donc qui est remplacé par des mesures d'AEMO renforcées. Là, on a 1,8 million, je l'ai indiqué. Les pertes sur créances irrecouvrables, 1,6 million d'euros. Donc on a 1 million d'euros dans cette somme qui concerne le RSA. 1,1 million sur la PCH. Les frais d'hébergement qui, là aussi, bougent d'1 million d'euros. Donc on a 700 000 pour l'enfance et 300 000 pour le handicap. Et donc 700 000 pour l'enfance, malgré effectivement l'arrêt du DAPAD. Les subventions, un correctif de 200 000. Donc on a 170 000 dans le cadre du pacte des solidarités volet insertion. 170 000 aussi dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Des provisions pour 100 000 euros en lien, là aussi, avec la prévision pour risque de contentieux, comme on le fait régulièrement. 100 000 pour les apurements de rattachement classiques. Et puis l'APA, moins 2,3 millions d'euros. Donc moins 2 millions d'euros qui concernent l'APA versée aux services d'aide à domicile et 300 000 sur l'APA versée aux établissements. Donc un ajustement à partir toujours des tendances sur les crédits réalisés. Sur le RSA, on a intégré la revalorisation quand même de 1,7% au 1er avril. Voilà, encore une fois, on subit à la fois ces revalorisations qui nous sont imposées par l'État sur nos dépenses de fonctionnement en matière sociale. Sur les recettes, une augmentation de 2%, 13,6 millions d'euros, principalement, comme je l'indiquais, sur les droits de mutation, donc ces impôts directs. On passe donc à 95 millions d'euros, c'est ce qu'on table, on va dire, comme atterrissage à la fin de l'année. Les participations de l'État aussi, on a juste 2,5 millions d'euros. Donc, ça, c'est tout ce qui, effectivement, nous est versé dans le cadre des politiques nationales sur les nouvelles stratégies, à la fois en matière d'enfance, à la fois en matière de Ségur, de mineurs non accompagnés. Un apurement aussi de rattachement des dépenses important pour 2,2 millions d'euros. La dotation CNSA, 1,9, dont 800 000 au titre de l'APA, 600 000 pour le fonds de soutien au SAD et 300 000 pour la PCH. Des reprises sur provision. Donc là, on a 1,5 million qui concerne le contentieux SFR. Donc c'est la reprise intégrale de la provision liée au contentieux SFR qui est en lien avec la décision du tribunal administratif de juin 2025. 1,7 million sur les recouvrements des dépenses d'aide sociale et d'indus, dont le principal qui concerne le volet autonomie. Des annulations de mandats sur des exercices antérieurs pour 800 000 euros. Alors la taxe d'aménagement, là aussi un correctif d'1,4 million. Vous savez qu'il y a eu un gros problème au niveau sur la taxe d'aménagement sur le niveau national avec le transfert de la gestion des DDT à la DGFiP. Et puis un reversement Médialis qui correspond donc au reversement du budget annexe Médialis, donc qui sera un déport sur l'année en fonction du CFU, qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros.
Sur la section d'investissement, tout d'abord en dépenses, donc là, c'est assez, quand même assez neutre entre les plus et les moins, donc avec simplement 0,6% d'augmentation et 1,7 million au total. Une des sommes importantes à relever, c'est ce qui concerne notre participation, toujours en matière de mobilisation en faveur des territoires. Nous participons quand même toujours beaucoup à l'investissement des autres collectivités. Et là, ça concerne le volet 4, avec 3,5 millions pour le campus Madeleine. Il y a 1 million d'euros aussi qui va être consacré pour les autres projets sur les territoires de Briare, de Châteauneuf et de Sceaux du Gâtinais. Sur les bâtiments administratifs, 1,4 million d'euros, donc qui concerne pour principalement la cité loiretaine. Et puis nous avons aussi un correctif pour le parking des droits de l'homme dans le cadre de la cité loiretaine de moins de 110 000 euros. 300 000 sur les travaux d'électricité, travaux d'amélioration esthétique et les travaux de sécurisation. Un décalage sur des subventions en matière d'habitat inclusif pour 400 000, donc on retire 400 000 euros. En IMO de l'environnement, 400 000 sur le canal d'Orléans et moins 91 000 sur les espaces naturels sensibles. Sur les routes, ça a été aussi évoqué hier, voilà, sur à nouveau aussi des correctifs sur le programme pluriannuel d'amélioration des chaussées pour 300 000 et 400 000 euros sur les mobilités douces, en matière aussi là, de décalage. Autonomie, 1,3 million pour le plan Loiret Bien Vieillir et plus de 407 000 euros pour le fonds de soutien au SAD. Au niveau des collèges, moins 2 millions d'euros, donc moins 1 pour 1,2 qui concerne principalement la restructuration du collège La Montjoie et 700 000 sur la rénovation, sur tout ce qui est consacré à la transition énergétique, et puis moins 3,2 millions sur le THD, donc 3 millions sur Loire-et-Fib, qui concerne la subvention aux délégataires. Les recettes d'investissement, moins 2,6 millions d'euros de corrigés, principalement là sur le remboursement sur avance des AC, donc qui concerne les portes du Loiret pour 500 000 euros, plus aussi terrain sur JD, donc 280 000 euros. Les subventions d'équipement, toujours des ajustements. Là, c'est au niveau des fonds européens pour le FEDER, dont 800 000 sur la déviation de Jargeau et 400 000 pour le canal d'Orléans et moins 800 000 euros pour le giratoire d'Artenay, donc ce qui fait 0,3 au final. Des annulations de mandat pour 200 000. Les produits de cession, là, ça concerne des décalages principalement les minimes sur qui concernait cette vente à venir qui sera décalée pour 1,7 million d'euros. Et puis, on y intègre aussi une cession d'un terrain sur Ami pour 246 000. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un ajustement sur l'emprunt d'équilibre de 2,5 millions d'euros. On revient donc au total à un emprunt total d'équilibre de 92,7 millions d'euros sur cet exercice 2025. Quelques ajustements sur les autorisations de programme en fonctionnement, donc 400 000, voilà, avec un stock qui est quand même important, qui diminuait un petit peu à 1 760 000 euros, et puis aussi des ajustements sur les investissements sur les autorisations d'engagement pour 7,5 millions d'euros en maîtrise d'ouvrage, ce qui nous fait passer à un stock de 287 millions au lieu de 296. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette décision modificative qui est vraiment, encore une fois, concentrée principalement sur le niveau des droits de mutation qui nous permet de pouvoir augmenter cette épargne brute dont on a bien évidemment besoin pour pouvoir poursuivre nos investissements. On en profite toujours lors de cette décision modificative pour intégrer les notifications en cours d'année, des différents aussi ajustements sur les différentes opérations. Je voudrais aussi saluer, en profiter, avant de finir mon propos, le travail qui est mené aussi au sein des commissions,
qui va de nouveau faire l'objet aussi d'arbitrage dans les mois qui viennent. Effectivement, c'est une période qui est relativement compliquée, comme ça a été dit aussi hier encore dans nos échanges. Mais il faut surtout saluer l'esprit de responsabilité de chacun et de l'ensemble des conseillers. Cette crise que nous traversons, c'est aussi, pour moi, je pense, un moment de responsabilité. Et nous avons tous les moyens de ressortir collectivement grandis de cette crise. Il faut savoir effectivement toujours un peu, peut-être garder aussi un peu d'optimisme dans tout ça et de se présenter encore une fois devant les Loiretains qui nous ont donné mandat en responsabilité et d'être à la hauteur, on va dire, des mois qui vont venir, qui vont être effectivement très compliqués. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci d'avoir présenté cette DM en détail, une DM d'ajustement, comme on l'a vu, comme elle l'est habituellement. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce qui a été dit, parce que ça a été très détaillé. Voilà, je vous laisse la parole, évidemment, à ceux qui le souhaitent. Alors, Hélène Lorme. Merci, Monsieur le Président. Une explication de vote. Alors, sans surprise, comme le budget primitif et la DM1, nous nous abstiendrons sur ce vote. Alors, on aimerait avoir un peu plus d'informations, surtout dans le contexte de contraintes budgétaires fortes sur les orientations, en fait, parce qu'on voit effectivement de nombreuses baisses, mais il est difficile de comprendre si, pour les investissements, par exemple, il s'agit de report ou s'il s'agit d'annulation de projets, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas lisible quand on prend les rapports. Donc, si on pouvait avoir ces informations, comme nous allons avoir, j'ai bien compris, des échanges et des informations pour les réunions budgétaires, que ces informations puissent apparaître et qu'elles soient éclairantes pour les décisions qui sont prises pour le budget. Merci à vous. Bien, oui, nombreuses baisses. Au niveau de l'investissement, ce sont beaucoup de décalages, de reports. Ce n'est pas au niveau d'une DM qu'on supprime des investissements. On verra après dans l'Europe et dans le budget qui sera voté au mois d'avril. Nombreuses baisses, mais moi je souligne par exemple par rapport à l'AEMO renforcée, une augmentation. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit, ce qu'on a toujours dit à ceux qui manifestaient dehors assez bruyamment, qu'on n'entend plus aujourd'hui effectivement, que d'abord la décision de supprimer le DAPAD, c'est pas nous, ça ne nous appartient pas. C'est un décret qui est arrivé au niveau à la verticale, je dirais. Et puis il y a quand même 1,8 million qui sont remis en plus pour un suivi des enfants placés. Donc ou en cours de placement. Donc voilà, je pense que c'est un exemple où on doit remettre des crédits supplémentaires. Donc je ne partage pas toute votre interprétation. Bien, merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non, pas plus de prises de parole que ça. Donc c'est que l'exposé de notre rapporteur du budget était très complet. On a bien vu, on a bien compris que l'augmentation du taux de DMTO nous sauve cette année. Donc, mais voilà, c'est en espérant évidemment que nous soyons sur une dynamique. Alors que vous avez vu le tableau présenté par Christophe Bouquet, il montre qu'à partir de septembre, on a plutôt un tassement au niveau des recettes de DMTO. Donc, effectivement, ça devient. J'espère que ça sera que passager. Voilà. Écoutez, je vous propose de. Oui, de voter. Oui, je vous propose de voter. de voter. Non, je sais pas. Je vous propose de voter sur cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc tous avec tous les pouvoirs. Voilà, bien sûr, au niveau de la minorité. Donc la DM est adoptée. Et puis Nathalie est restée en ligne. Merci Nathalie d'être restée en ligne et d'avoir assisté à ce court extrait de notre session d'octobre. Voilà, merci à vous toutes et tous. Donc n'oubliez pas que dans quelques minutes, dans une petite dizaine de minutes, il y a l'Assemblée générale des anciens conseillers généraux et départementaux. C'est un moment important pour cette association, d'autant plus important qu'il y a quand même eu un certain nombre de disparitions, je vous l'ai dit en début de séance. Donc voilà, je pense qu'on aura un petit pincement au cœur, notamment en pensant à nos amis Claude Bourdin, Marc Andrieux et Jean-Paul Imbaud qui sont décédés. Il y a aussi Pierre Fontenoy, mais là ça remonte encore un peu plus loin, qui est décédé récemment. Voilà, donc merci à vous. Et puis on se retrouvera au mois de décembre pour une nouvelle session.
Et je compte sur vous, évidemment, pour être très actifs dans les commissions intérieures qui seront consacrées au budget, commission par commission. Donc, toutes les politiques seront passées au peigne fin. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui sont au CA du SDIS, rendez-vous à 14h30 ou 15h, je ne sais plus, 15h 14h30, donc ici même dans l'hémicycle. Voilà, merci à vous et à bientôt.